Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Permettez-moi aujourd'hui, mes chers amis, de vous relire un édito que je vous avais déjà présenté et qui est tiré d'un roman que je compte publier bientôt. Je vous le livre aujourd'hui, ce petit texte, parce qu'il exprime d'une certaine manière cette âme algérienne, riche et diverse et qui s'assumait dans toute sa mosaïque. J'y fais parler un jeune Algérien dans les années 50 qui ne s'exprimait qu'en berbère à ce moment de son enfance. L'école coranique, contrairement aux idées reçues, est une véritable institution sociale où l'on apprend la tolérance, l'égalité, la solidarité, le goût de l'effort. Nous y apprenions le Coran par cœur, alors que nous ne connaissions pas un traître mot d'arabe. Tu imagines? Apprendre un livre en entier, très volumineux, dont l'importance est primordiale dans notre vie. L'apprendre par cœur, mot à mot, sans en comprendre la signification. Tu imagines? Nous étions entassés dans une masure obscure, filles et garçons, sous la houlette d'un maître emmitouflé dans son burnos, et nous scandions tous en même temps des versets différents, chacun selon son avancement dans la maîtrise du texte sacré. Nous apprenions de longs textes dans une langue tout à fait inconnue pour nous et dans une cacophonie indescriptible. Nous étions une trentaine de petits disciples des deux sexes, assis en tailleur, et nous hurlions à tue-tête des sourates du Coran. Chacun clamait son propre texte à pleine voix, en balançant le buste d'avant en arrière, comme le font les récitants juifs. Le maître, assis sur une sorte d'estrade couverte de peau de mouton, faisait siffler une longue tige de sol au-dessus de nos têtes. Lorsqu'il faisait réciter une sourate à l'un de nous pour l'autoriser à passer à la suivante, nous ne nous interrompions pas. Et le candidat déclamait sa leçon au milieu du tohu-bohu des autres, sans que le vacarme le dissipe seulement. C'est de l'école coranique, je crois, que la plupart des Maghrébins tiennent cette capacité qui leur est propre de pouvoir se concentrer en pleine confusion. C'est aussi dans cette école que j'ai appris la langue arabe. Lorsque je fus assez avancé dans la récitation du Coran, dont je ne savais répéter que des mots vides de sens, je ne parlais que le berbère et le français, langue de l'école française où j'allais aussi, mais où on nous avait appris la signification des mots. Bien plus tard, lorsque j'appris progressivement l'arabe dialectal, un mélange d'arabe et de berbère, une lumière se fit en moi. Je découvris que je comprenais parfaitement la langue arabe classique, celle du Coran, celle que j'avais apprise sans en saisir un mot, le sens des mots. J'ai pu la lire et la comprendre alors, par la suite, dans les journaux, puis dans les romans. Ce que j'avais appris dans mon enfance, c'était agencé dans ma tête sans que je le sache, comme si l'on m'avait inoculé, inculqué, inséminé à mon insu toutes les règles de cette belle langue qu'est l'arabe. L'école française a formé une toute autre dimension de ma personnalité, celle de l'esprit critique,
de la curiosité pour tout ce qui nous entoure. Étrangement, c'est à travers cette langue, celle du colon, que nous avons appris que nul n'a le droit de se laisser opprimer. Chaque jour, je devais parcourir plusieurs kilomètres à travers bois pour me rendre à cette école et en revenir. Mais pour rien au monde, je n'aurais raté un seul cours. J'y allais en pleine tempête, quand la neige nous arrivait à la taille, ou en plein déluge, quand il nous fallait parcourir de longues distances sous une pluie battante pour trouver un passage à gué. Nous arrivions à la petite école, trempés et grelottants, mais heureux de nous y retrouver. Nos camarades qui étaient retenus par leurs parents pour les aider aux travaux des champs et à la garde des bêtes pleuraient de ne pouvoir être avec nous. Nous avons eu la chance, mes petits camarades et moi, d'avoir un instituteur, un maître, lui-même des nôtres, berbères comme nous, qui nous insufflait, en plus du programme scolaire, le respect de nous-mêmes. Il commençait toujours ses leçons, toujours brèves et presque chuchotées, qui créaient une complicité magique entre nous par ces mots, toujours les mêmes. Je vais vous les dire, tels qu'il nous les disait. Debout les morts, nos ancêtres les Gaulois s'appelaient Saint-Augustin, Donat, Apulée, Ibn Khaldun, Ibn Tumert, Mhend ou Mhend le chantre, Leila, Lellan, Soumr et Kahina, les guerrières, et même Razqi le berger. Il s'appelait aussi Al-Muqrani, l'émir Abdelkader, Cheikh Bouamama. Debout les morts, debout. C'étaient là les mots qu'il nous apprenait. Nous avions appris cette harangue par cœur et nous la récitions avec lui en la chuchotant parce que le directeur de l'école, un Français, n'était jamais loin. 3 dizaines de petits pâtres qui murmuraient à l'unisson une profession de foi en français. Quand nous rentrions chez nous à la fin de la journée et que nous étions en pleine forêt, nous la hurlions à tue-tête sous les frondaisons. Nous exultions. Chaque jour, notre maître nous nourrissait de fierté, du devoir de résistance à l'occupant. Il nous prévenait des tentatives rampantes d'évangélisation. Il ne se lassait jamais de nous rappeler que contrairement aux idées que la colonisation répandait sur l'islamisation des régions berbérophones, celle-ci ne s'était faite surtout que par des prédicateurs ibadites et almoravides, eux-mêmes berbères, que les Arabes n'étaient ni nos ennemis ni ces chameliers incultes qui auraient tenté de nous déposséder de notre identité, mais un peuple d'un naturel subtil et esthète qui s'était mêlé à nous. Il nous apprit, notre instituteur, il nous apprit aussi que l'histoire des Berbères et des Arabes était intimement liée, que les Arabes et les Berbères avaient conquis ensemble l'Andalousie, qu'ensemble ils avaient fondé l'Empire fatimide, que leur alliance, quoi qu'en disent les sectaires des uns et des autres, a fait naître le génie dont le rayonnement de la science et de la culture arabo-berbère avait éclairé tout le pourtour méditerranéen, puis tout l'Occident. Ces petites leçons, administrées avec une méthode qui devrait être érigée en système académique, toutes de douceur, d'humour et de chaleur, nous pénétraient jusqu'à l'âme. Nous devenions dans nos imaginaires de petits gueux, des descendants de héros, d'artistes, de poètes. Notre condition de misérables indigènes jamais rassasiés, qui ployaient sous le mépris écrasant des Français, était auréolée d'épées flamboyantes, pavées de marbre rare, tendues de soie pourpre.
lorsqu'à la fin de la classe, nous rentrions vers nos béchras respectives, nous avions le pied allègre et le port fier. Nous ne voyions plus le Romi avec le même regard craintif et soumis, mais tel que le maître nous l'avait dépeint, un oppresseur qui tentait de nous diviser pour mieux nous piller le peu de bien qui nous restait, de nous faire oublier que nous étions un peuple digne et fier. Algérie, l'heure des bilans, troisième partie. Et pour en parler, nous allons avoir avec nous Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, Nordin Aoussat, écrivain, conférencier, Adel Jabbar, observateur politique, Asia Geshoud, hérakiste. Alors, nous allons commencer par Zoubida Assoul qui nous a demandé de la libérer assez tôt. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Bonsoir, Sylvain, merci à vous. Bonsoir. Alors, Zoubida Assoul, c'est l'heure des bilans. Nous sommes à la dernière, j'allais dire, journée de 2020. 2020 qui a été très difficile, qui a connu un ralentissement du Hirak, dans le même temps un tohu-bohu, une khalota inimaginable, indescriptible au sein du régime. Et nous en sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez tirer de conclusion sur cette année qui vient de s'écouler? Merci pour l'invitation, Merci à vous. Je salue par la même occasion tous vos autres invités, Merci. mais aussi les téléspectateurs de Aoures. Je pense qu'on peut dire de l'année 2020, c'est quand même, ça a été une année très très difficile, très dure pour tout le monde. D'abord, nous, elle a été très dure pour nous parce que cette année est venue après une année et quelques de révolution pacifique, où le peuple algérien est sorti pendant plus d'une année pacifiquement pour exiger justement le changement du système et aller vers la construction de l'état de droit, l'état de liberté pour tous les Algériens et Algériennes, et construire le pays, le développer, donner de l'espoir à notre jeunesse au lieu de la laisser fuir le pays. C'est vrai que 2019 a été une année magnifique, mais malheureusement, elle s'est terminée, elle s'est achevée avec un goût amer, puisque on a assisté à une élection présidentielle décidée d'une manière unilatérale de la part du pouvoir, et que le peuple ne voulait pas de cette élection parce que le peuple a compris qu'on ne pouvait pas changer le système si on va à des élections sans réunir les conditions préalables qui garantissent justement aux Algériens de retrouver leur souveraineté. Donc cette élection, bien évidemment, a été comme une douche froide pour tous les gens du Hirak, mais aussi, malgré tout, on pensait que le pouvoir allait comprendre la leçon de cette révolution et d'essayer au moins de répondre à certaines demandes, à certaines exigences d'une année de Hirak. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, puisque à commencer déjà de juin 2019, nous avons assisté à des atteintes très très graves aux libertés individuelles et collectives,
beaucoup de hirakistes, beaucoup d'activistes politiques ont été poursuivis pénalement, ont été incarcérés, ont été condamnés. On a eu une année 2020 pleine de procès dans toutes les régions du pays, mais aussi un harcèlement judiciaire contre tous les activistes du Hirak, contre tous les citoyens qui s'exprimaient et qui avaient un avis contraire à la feuille de route du pouvoir. Après, bien sûr, la pandémie est arrivée pour aggraver un peu toutes nos crises. Donc la pandémie de la Covid-19 est venue parce que c'est une pandémie, parce qu'il y avait mort d'homme dans cette histoire-là, et que vu l'état de nos structures de santé, bien sûr, moi personnellement en tant que politique, j'avais appelé à ce que les manifestations pacifiques soient suspendues parce que la vie des Algériens était beaucoup plus importante que tout le reste. Bien entendu, ça a été une aubaine pour le pouvoir pour continuer dans sa feuille de route et aller vers un amendement de la Constitution, toujours d'une manière unilatérale, et qui a été confié à un groupe d'experts et qui ont fait un projet d'amendement d'ailleurs, mais la réponse du peuple a été sans appel, puisque plus de 77%, selon les chiffres officiels du Conseil constitutionnel, ont rejeté, ont tourné le dos à ce référendum. Alors, je vous arrête là pour le moment avant de poursuivre le reste du bilan que vous êtes en train de nous faire. J'aimerais vous demander, au sujet de ces détenus dont vous nous parlez, les détenus du Hirak qui ont été incarcérés dans des conditions absolument atroces, injustes, parfois illégales, et aussi de ces hirakistes les plus visibles et qui sont pris à partie par des gens dont tout le monde a deviné qu'ils sont les agents directs ou indirects du régime, et qui sont pris à partie d'une façon atroce, qui sont calomniés, diffamés, traités d'agents de la main étrangère, de mercenaires, qui travailleraient avec des services secrets, qui seraient au service de puissances occidentales pour détruire l'Algérie. Et moi, ce que j'aimerais vous demander sur ce sujet, et que je m'excuse de le dire comme ça, c'est qu'on a l'impression que le Hirak, qui n'est plus malheureusement présent sur la scène politique, n'en est pas moins absent dans la défense de ces détenus qui ont agi en son nom et dans la défense de ces hirakistes les plus visibles qui sont calomniés, diffamés. C'est comme si on les avait abandonnés entre les mains de ces gens qui les mettent en prison ou qui les salissent. Vous savez, si jamais le Hirak, il faudrait qu'on se mette bien d'accord que le Hirak n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une organisation homogène qui a une ligne éditoriale bien précise. Le Hirak est un mouvement populaire qui a réuni toutes les couches sociales et d'âge et de région pour tout simplement réclamer la rupture avec ce système en place. Ce système maintenant, ce n'est plus les gens du Hirak ou nous, l'opposition qui disons depuis des années que c'est un système qui est en faillite totale, qui a emmené le pays à la faillite totale, à la fois politique, économique et sociale. Mais aussi, aujourd'hui, nous savons très bien que le pouvoir lui-même reconnaît qu'il y avait une Essaba qui dirigeait le pays. Et quand on voit certains procès, ce qu'on a pu voir indirectement, puisqu'à travers des confrères ou à travers la presse, c'est qu'on avait des gens qui ont utilisé les institutions de l'État, les deniers publics pour s'enrichir personnellement pour des intérêts tout à fait mercantiles au détriment de l'intérêt du pays et de la majorité du peuple. Ça, c'est une réalité qui a été révélée par la révolution pacifique, parce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase le jour où le système voulait quand même garder Bouteflika et lui permettre de faire un 5e mandat, bien que tout le monde sait que Bouteflika était inapte à diriger le pays, puisque déjà le 4e mandat a été un mandat à blanc et qui a totalement bloqué le pays. Des gens qui n'étaient pas habilités à diriger le pays, qui ont commencé à diriger le pays n'importe comment. En tout cas, dans leurs intérêts personnels et non pas dans l'intérêt de l'Algérie.
Après, vous savez, le Hirak, au départ, dès qu'il y avait des voix qui s'élevaient pour dire il faut organiser le Hirak, il faut structurer le Hirak, il y avait aussi des voix qui n'étaient pas favorables, à juste titre. Peut-être qu'ils avaient raison, parce qu'en fait, toute personnalité qui émergeait, elle avait aussi, c'est-à-dire qu'elle était soumise à des poursuites judiciaires, à des harcèlements, à de la calomnie, comme vous l'avez si bien dit, à vraiment de la diffamation. Nous avons tous subi cela et parfois on continue encore à le subir. Mais maintenant, le Hirak, effectivement, je peux dire que la pandémie, les mesures sanitaires, quand même, ont quelque peu freiné un peu l'élan du Hirak, parce que les gens ne peuvent plus se rencontrer, parce que les gens, à travers uniquement les réseaux sociaux ou à travers les médias intermédiaires ou à travers les Zooms, ce n'était pas suffisant pour que les gens puissent vraiment échanger et, disons, regrouper toutes les bonnes volontés pour essayer de continuer à défendre. Mais malgré tout, on peut dire quand même qu'il y avait quand même une élite au niveau de la défense, des avocats qui restaient toujours fidèles à sa ligne éditoriale depuis le départ, c'est-à-dire défendre tous les détenus d'opinion, tous les détenus politiques qui étaient incarcérés injustement, et pour justement tout simplement avoir donné leur avis sur la crise politique que traverse le pays, ou même avoir publié juste un post sur Facebook sur la situation à la fois sanitaire ou politique, etc. Alors, oui, c'est difficile pour tout le monde pour ce qui est de faire face à tout ça. Zoubida Assoul, pour ce qui est des détenus, des hirakistes, dont on connaît malheureusement l'acharnement du régime contre eux, par contre, au sein du régime, il semble qu'il y ait une recomposition du champ politique, des équilibres. Et là, on est en train de ramener à la lumière des gens, des barons du régime que le même régime avait stigmatisé, qu'il avait condamné à des peines infamantes, qu'il avait jeté en prison, qu'il avait poussé à l'exil, comme le général Nazar, ex-ministre de la Défense, et qui vient de revenir au pays alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international, ou le général Toufik, le puissant patron du DRS, dont on nous dit qu'il est en convalescence, entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire quasiment libre, à l'hôpital de Bouchaoui. Qu'est-ce que cela signifie? Que le clan qui était aux commandes s'est affaibli et que les rênes sont reprises par le clan adverse, celui qui avait été littéralement atomisé à un certain moment? Moi, ce qui m'intéresse aussi jamais dans cette histoire-là, c'est qu'il y a encore des détenus d'opinion, des détenus politiques civils qui sont encore en prison. Il y a des journalistes, il y a de simples hirakistes comme le jeune Tejadit ou d'autres jeunes dans toutes les régions du pays. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que nous, ça fait des mois que nous appelons à des mesures d'apaisement. Ça fait des mois que nous appelons à la libération immédiate de tous les détenus d'opinion, parce que tout simplement, les dirigeants de l'époque avaient utilisé, abusé de la justice, instrumentalisé la justice et les services de sécurité pour régler des comptes politiques. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de continuer dans toujours la même ligne, c'est de défendre les détenus d'opinion civile qui sont là, qui sont toujours en prison. Khaled Darami est toujours en prison, Rachid Nekaz est toujours en prison, Ali Rderi est toujours en prison. Il y a des gens qui sont encore, Tejadit est toujours en prison. Il y a plein de gens qui sont encore en prison. Ce qui nous intéresse, si ce système-là considère, et c'est ce que j'avais expliqué à maintes reprises, considère qu'il y a eu des dossiers qui ont été fabriqués contre des militaires ou contre des civils. Mais les mêmes dirigeants ont fabriqué des dossiers à des civils. Ils ont fabriqué des dossiers à tous les activistes du Hirak, comme Karim Tabou, il est là pour en témoigner, Fodel Boumela, Ami Al-Khdar Bourga, Allah yarhamou, Samir Belarabi, Slimane Hamitosh,
La liste est tellement longue, je n'ai pas envie d'oublier certains, mais la réalité, c'est que des dossiers ont été fabriqués contre ces hirakistes, contre ces activistes politiques, parce qu'ils avaient une autre vision, une autre façon d'aborder la problématique, la crise politique dans le pays et d'autres solutions. Donc moi, j'ai envie toujours de rester sur la même ligne et de dire, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que ces gens-là ne doivent pas rester en prison. Parce qu'on sait très bien, parce que le pouvoir sait très bien, ce sont des gens à qui on a fabriqué des dossiers de manière fallacieuse, avec des faits qui ne représentent en aucun cas ni des infractions, ni encore moins des atteintes à la sécurité du pays, comme les chefs d'inculpation ont été dirigés contre eux. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, vous savez, je pense que le système, pour qu'il change, il faut beaucoup de choses. Et si le pouvoir en place a une volonté de changer, je pense que la première des choses, c'est d'abord d'écouter la voix du peuple qui s'est exprimée lors du Hirak, mais aussi de prendre les mesures. Quand aujourd'hui, on interdit toujours à des partis politiques, à des activistes de s'exprimer librement, quand on ferme les médias, à toute l'opposition, à tous les citoyens qui sont porteurs d'autres idées, on ne peut pas dire que là, on est en face d'un changement quelconque. J'entends bien ce que vous dites, Zobeida Assoul, et je dirais même, pour dire les choses comme elles sont, que même Bouteflika Saïd, Tartag, Toufiq, Général Nazar, les généraux qui sont en prison, j'entends bien qu'ils ne sont pas en prison ou poussés à l'exil pour les vrais faits qui leur sont reprochés. On sait que ce sont des règlements de compte, qui n'ont pas été accusés de choses qui pèsent sur eux, qui leur pendent au nez, qui sont autrement plus graves. Mais le problème est qu'aujourd'hui, ils sont en train de revenir sur ces accusations pour nous dire que c'était des complots et des procès fabriqués, alors qu'on ne fait rien pour ce qui est des autres détenus, les hirakistes, qui, eux, restent condamnés, dont personne ne parle, et qui continuent de croupir dans les geôles du régime. Non, nous parlons. Moi, j'ai été la première à parler quand la décision de la Cour suprême a été rendue dans l'affaire du général Toufiq et général Nazar, en l'occurrence, le 18 décembre, quand la décision de casser l'arrêt de la Cour militaire de Blida, j'étais la première politique à le dire clairement et à haute voix que on aimerait bien qu'il y ait la même célérité dans le traitement des pouvoirs en cassation des détenus d'opinion tels que celui de Rachid Nekez, de Karim Tabou qui ont introduit un pouvoir en cassation, de Khaled Dararni et d'autres, et qui souffrent toujours de manque de célérité. Ce sont des affaires qui n'ont pas été encore traitées. La même chose, si on considère aujourd'hui que cette affaire a été fabriquée ou pour régler les comptes d'un clan contre un autre clan, eh bien, il est temps aussi de rendre justice à tous les détenus d'opinion civile qui sont encore en prison. Moi, je continue à le dire, je continue à le réclamer, parce qu'en tant que politique, s'il y a une situation nouvelle qui considère que des injustices ont été commises, il faudrait que cette approche, qu'elle touche l'ensemble des Algériens, sinon on sera devant ce qu'on appellerait le deux poids, deux mesures. Donc la loi ne s'applique pas à tout le monde. Merci Zobeida Assoul. J'aimerais vous garder encore plus longtemps parce qu'il y a d'autres sujets qui seraient intéressants de vous voir commenter. Mais comme nous avons d'autres invités qui attendent, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Nordine Aoussat est avec nous, mais avant, nous venons d'apprendre que le procès de Mme Hennoun, de M. Tartag, de M. Toufiq a été fixé pour le 2 janvier, c'est-à-dire après-demain, que le tribunal militaire de Blida a exigé un seul avocat. On ne sait vraiment pas comment ils font, ces gens, pour s'inventer des lois et des dispositions qui ne figurent pas dans leur propre dispositions, dans leur propre loi, dans leur propre arsenal
juridique. Je rappelle aussi que la loi de finances a été signée par M. Tebboune. Et on a les images, nous allons vous les montrer maintenant avant de recevoir Nordin Aoussat. M. Tebboune qui signe la loi de finances. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci Si Jamaldine pour l'invitation. Merci. Alors, donc, comme les images ne sont pas encore prêtes, nous allons commencer. Ah, Wajda. Alors, nous allons d'abord voir les images de la signature de la loi de finances. Voilà, M. Tebboune qui signe. Alors, je vais vous faire une petite devinette. Qu'est-ce qui est anormal dans cette image? Regardez bien, je vous donnerai la réponse après pour ceux qui ne l'auront pas trouvée. Regardez bien les images, nous allons repasser les images. Regardez attentivement. Nous avons affaire au président de la République, aux membres de la gouvernement, au chef de l'armée. Voilà. Eh bien, remarquez bien qu'il n'y a ni masque, ni distanciation sanitaire. Regardez, des gens qui sont censés nous donner l'exemple. Nous allons regarder l'image. Regardez. Et de quelqu'un qui a attrapé le Covid et qui vient de rentrer de l'étranger après 2 mois. Et là, il est sans masque. Il n'y a pas de distanciation. Et comme lui, il a eu le Covid, peut-être que s'il garde quelques résidus, il va le passer à tout le monde. Voilà. Qui eux-mêmes vont le passer à d'autres, etc. Le bel exemple de civisme sanitaire qu'il nous donne. C'est dire. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Vous avez remarqué ces images de la signature de la loi de finances sans masque, sans distanciation sanitaire. Il paraît que c'est un exemple qu'ils ont voulu donner au monde entier pour leur dire n'ayez pas peur, le Covid ou la Covid, c'est rien du tout. Nordin Aoussat. Oui. Vous avez vu les images? Oui, je les ai vues, oui, Si Jamaldine. Alors, commentaire? Écoutez, Si Jamaldine, je pense que ces gens-là, ce qu'ils font et ce qu'ils disent se passe de tout comment. Sincèrement, tu as tout dit, d'accord, pour quelqu'un qui vient de l'attraper. Si c'était vraiment ça la cause de sa disparition de 70 jours, ça aurait donné au moins une leçon pour les autres de faire plus attention pour ne pas disparaître comme Tebboune a disparu pendant 70 jours. Mais ça passe vraiment de commentaires ce que ces gens-là font, parce qu'au niveau de la communication, au niveau des messages, c'est, je dirais, c'est catastrophique, tout simplement. Au niveau, non seulement au niveau de l'exemple civique par les plus grands responsables du pays, mais aussi sur ce doute qu'ils vont inséminer dans les mentalités, bien sûr, pour dire « Ah, si Tebboune avait eu la Covid, comme ils nous le disent, il serait avec un masque. Après être passé par la mort quasiment, il ne va pas risquer de contaminer les autres ou de se faire contaminer encore. » Mais là, c'est réellement psychédélique. Sinon, Nordin Aoussat, sur le retour de M. Tebboune et sur ce qui est en train de se passer au sein du régime lui-même, où c'est, semble-t-il, la foire d'empoigne. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce climat très malsain, très alarmant, de cette situation léthargique de la société algérienne et de la société civile, des politiciens, de la presse? Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Malsain, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Malsain parce qu'on n'a pas fini, c'est-à-dire le pouvoir n'a pas fini avec ses subterfuges, avec ses subversions, avec ses mensonges, avec sa diversion. Ça y est, c'est-à-dire je pense qu'on est arrivé au paroxysme de la ruse au sein de ce régime. Tout, les fausses informations, les mensonges, la diversion, la provocation, notamment les images de rapatriement de Khaled Nazzar avec un avion présidentiel, les informations, un avocat souvent porte-parole des mauvaises nouvelles du pouvoir
En l'occurrence, j'ai nommé Ksanteni qui nous dit que Toufir, ça fait 5 mois qu'il est en convalescence, qu'il reçoit quotidiennement, et des informations qui nous disent que parfois il reçoit jusqu'à 5 personnes par jour. Enfin, toutes ces informations-là, je pense que les citoyens, nos compatriotes, ils savent maintenant analyser information, que le pouvoir ne dira jamais la vérité, ni sur la maladie réelle de Tebboune, ni les circonstances dans lesquelles il est rentré, moralement, pour ne pas parler, ou éthiquement, pour ne pas parler protocolairement. Vous vous imaginez quelqu'un qui était absent pendant 70 jours, il revient comme ça au pays sans protocole, sans une réception, je dirais, officielle, sans que les gens viennent au moins, je dirais, lui dire Alhamdulillah ki rjat, Alhamdulillah ala slamtek, etc. Rien. On nous le montre assis. Toutes les images d'ailleurs qu'on a vues de Tebboune depuis 2 mois et demi, il est toujours assis, il n'est jamais debout. Tout ça, je dirais, ça suscite des interrogations et ça accentue. C'est vrai, vous nous faites penser, Nordin Aoussat, et on ne l'avait pas remarqué avant qu'il ne tombe malade, qu'il ne se fasse évacuer, que ces derniers temps, on ne l'avait jamais vu debout. Il était tout le temps assis, soit avec le Figaro, soit avec la télévision algérienne, soit avec les journalistes algériens qu'il recevait. On ne l'avait jamais vu debout, tous ces derniers mois. Vous nous y faites penser maintenant, très franchement. Absolument. Tout à fait, comme quand il a reçu Shingriha ces derniers jours, on pouvait le montrer au moins 10 secondes debout tous les deux. Ensuite, il va lui dire Tfaddal, assieds-toi. Et après, ils s'asseyent tous les deux. Ils continuent leur discussion. Non, on n'a rien vu de cela. On les voit directement assis tous les deux. Mais bon, je dirais, si Jamaldine, si tu permets, bref. Oui. Bref sur tout ça. Parce que ce pouvoir, je pense qu'à moins de faire le naïf, et pas le candide du tout, à moins de faire, je dirais, de s'abêtir soi-même, on n'a rien à attendre d'eux. On n'a rien à attendre d'eux, on a vu leurs limites, je dirais, dans tout, dans ce qu'ils sont capables de faire de bien, et qu'il est trop bas des attentes, trop bas des enjeux, trop bas de ce qui doit être fait. Et on a vu le mal qu'ils sont capables de faire et qui vont loin. Et donc c'est pour cette raison que s'il y a espoir, et l'espoir il y est, il reste toujours important, c'est ce hirak. Justement, Nordin Aoussat, je vais revenir à vous dans un moment, parce que je crois que le moment est venu de dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter, sous prétexte de ne pas décourager les gens, de ne pas leur dire la vérité. Nos compatriotes doivent savoir, tous, autant qu'ils sont, que la situation est extrêmement alarmante, que nous ne jouons pas au Cassandre, que la situation est très grave et que la crise économique qui est à nos portes n'est pas encore là, vraiment, mais que quand elle sera là, ce sera terrible, et qu'à côté, nous avons affaire à un régime qui n'est même pas homogène, qui n'est même pas uni, et qui risque de nous précipiter dans sa folie meurtrière. Et la situation est gravissime. Il faudra qu'on le dise. Je vous demanderai de nous en parler, Nordin Aoussat. Et je reçois Assia Gueshoud. Merci d'avoir accepté notre invitation, Assia. Salam alaikum, M. Benchenouf, Azul Fellaouen. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, Assia Gueshoud, d'abord, un bilan sommaire de cet exercice, de cette année, j'allais dire post-Hirak, hein, puisque malheureusement, le Hirak a dû, pour des raisons de sécurité sanitaire, interrompre provisoirement sa révolution. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Oui, alors, non seulement nous arrivons aujourd'hui au 31 décembre, donc nous clôturons l'année 2020, mais nous sommes aussi à la veille de clôturer 2 années de révolution. Donc nous allons rentrer dans la 3e année finalement de Hirak. Donc nous pouvons déjà faire un bilan de ces 2 années. Donc l'année 2020, malheureusement, il a fallu arrêter les marches. Donc l'appel général a été fait par la plupart des gens. Je n'en faisais pas partie, mais pour arrêter les marches.
Ce que je déplore, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y ait pas eu d'autres alternatives qui ont été proposées parce qu'il y avait la possibilité d'offrir d'autres alternatives au peuple algérien pour continuer le combat. Il n'y a pas que la rue, finalement, qui peut être un moyen pour la révolution. Il n'y a pas eu d'autres alternatives et c'est vrai que sans que les élites aient montré le chemin, le peuple n'a pas su comment continuer. Donc, on parlait de désobéissance civile, etc., mais rien n'a été fait dans ce sens. Donc, d'une certaine manière, c'était un stand-by. La diaspora a continué de son côté. Ça a été une année très riche que ce soit par la mobilisation, les marches, tout ce qui a été fait. Vous avez vu ce qu'on avait fait à Genève. Ce qui a été fait aussi par le Parlement européen, etc. Donc ça a été très très riche. Il va falloir aussi qu'on fasse ce bilan aujourd'hui de la diaspora et savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Mais je pense qu'on va en parler également aujourd'hui dans votre émission. Oui. Alors, je voudrais vous demander, Assia, le Hirak, en ce moment, au moment où le Hirak donc, est obligé de ronger son frein, en attendant des jours meilleurs pour pouvoir sortir encore dans la rue sans risquer la catastrophe. Ce régime est tellement à l'aise que non seulement il a récupéré le Hirak comme si c'était le sien, le Hirak el-Moubarak comme il dit, où il nous dit que le Hirak el-Moubarak a permis de satisfaire la demande des Algériens qui étaient les élections présidentielles. Or, c'était tout à fait le contraire. Les Algériens étaient dans le Hirak pour empêcher les présidentielles dans ces conditions. Ils nous ont même dit les Algériens ont finalement choisi le président qu'ils voulaient. Et lui-même nous a dit j'ai été élu dans des élections les plus propres et les plus honnêtes depuis l'indépendance. Mais dans le même temps, maintenant, ils ont lâché tout leur nervi, tout leur relais contre les Hirakistes les plus visibles, contre le Hirak lui-même d'une certaine manière, l'accusant d'être une manipulation de l'étranger qui chercherait à détruire l'Algérie. Les Hirakistes les plus visibles sont accusés de traîtres, de mercenaires et dans un silence abyssal de tout le monde. Personne ne les défend, personne n'est à leur côté et les autres jouent sur du rubis. Ils font ce qu'ils veulent dans la passivité générale, malheureusement. Oui, alors ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'en 2020, il y a eu deux virus. Donc il y a eu le virus du corona, hein, la Covid-19, mais il y a eu un autre virus qui s'appelle la bleuite. Donc c'est le même virus qu'il y avait pendant la guerre de libération. Et là, cette année, nous sommes retrouvés vraiment confrontés à ce virus qui a été injecté d'une manière soporifique tout doucement à travers une propagande. Donc, des activistes ont été visés, des informations ont été colportées. Beaucoup de personnes sont tombées dans ce panneau et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve véritablement confronté à ce virus et il est très difficile d'en sortir. Donc, la seule façon de vraiment ne plus être victime de ce virus, c'est de ne plus donner de l'importance à cette propagande. Donc, c'est-à-dire ne pas perdre son temps à commenter finalement ces œufs qu'on nous donne à mâcher en permanence, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, tous les jours, il y a une fausse information qui tend à détourner les regards, les attentions du véritable problème. C'est-à-dire qu'on oublie que Nazar est rentré avec un avion présidentiel, que c'est un criminel de guerre. Voilà. Pendant ce temps-là, on nous donne un autre os à mâcher qui est beaucoup moins important, mais qui va être un activiste qui a dit ceci ou qui a fait cela, qui a fait une vidéo, etc. Voilà. Donc nous-mêmes, nous devons grandir et sortir de cette propagande et ne plus tomber dans ce piège. Mais comment on fait ces gens, ces agents du régime, ces relais du régime, pour ainsi faire basculer les équilibres à un moment
où les réseaux sociaux étaient quasiment entre les mains des hirakistes et des hirakistes seulement, et que eux s'étaient fait tout petits, qu'ils s'étaient effacés, ou même qu'ils se faisaient passer pour eux-mêmes pour des hirakistes. Comment se fait-il qu'ils aient ainsi renversé la vapeur et qu'ils soient aussi présents sur les réseaux sociaux, qu'ils aient réussi à convaincre beaucoup de nos compatriotes que nos hirakistes les plus visibles sont des traîtres, des mercenaires, qui sont financés par l'étranger, qu'ils ont rencontré des services de sécurité étrangers, etc., dans le silence, comme je le disais à l'instant, abyssal de ceux qui d'habitude sont au créneau et qui semblent avoir peur de ces gens qui aujourd'hui stigmatisent quiconque essaie de bouger. Oui, alors ce qui est très très difficile, M. Benchenouf, avec ce virus de la bleuite, c'est qu'ils ont sorti ce qu'on appelle Tahwin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des infiltrés dont vous êtes en train de parler, qui travaillent à la contre-révolution et qui sont en train d'injecter ce message de propagande vis-à-vis d'autres hirakistes. Mais si vous les pointez du doigt parce qu'ils ont un public, ils ont une représentation, à ce moment-là, on va vous dire vous êtes en train de faire ce travail finalement qu'eux-mêmes font. Donc ça devient très difficile de véritablement arrêter ce virus qui est en train de faire son chemin de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une chose qui est importante et que vous avez pu dire, c'est que ce régime a très bien su, donc le DRS a très bien su, la police politique, que les réseaux sociaux étaient notre arme, notre moyen le plus important pour pouvoir communiquer et pour pouvoir faire marcher la révolution. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité d'une formation, nous avions parlé de ça dans votre émission, d'une formation qui avait été faite par l'Union européenne contre la cybercriminalité. Ils ont appris comment faire de faux profils, comment être sur les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir traquer les activistes, fabriquer de faux comptes, se faire passer eux-mêmes pour des activistes. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire passer leur propagande. C'est ça qui est terrible. Alors, moi, personnellement, je suis en train de travailler là-dessus justement pour mettre en lumière le fait que cette formation qui a été financée par l'Union européenne et à l'appui, j'ai les résolutions qui ont été votées par le Parlement européen pour démontrer que cette formation n'a servi que pour traquer les activistes. Ben justement, vous faites bien d'en parler, puisque au moment où le Parlement européen, ça veut dire les représentants des peuples européens, se sont tenus aux côtés du peuple algérien, qu'ils ont dénoncé tout ce que subit le peuple algérien de dépassement, de violation de ses droits. Dans le même temps, l'Union européenne, qui est la représentante des États européens, a formé des cybercriminels sous le prétexte de les former contre la cybercriminalité. En fait, ils ont formé des services de police, de gendarmerie algérienne, à comment faire pour infiltrer les comptes des activistes, des hirakistes, comment fabriquer de faux comptes, comment répandre la calomnie et la diffamation, comment en fait actionner la subversion et la contre-révolution. Et restez avec nous, Assia Guichoud, je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar est avec nous, observateur politique depuis le Canada, hirakiste très connu au Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Un petit coucou à tous vos invités. Un grand bonjour à nos compatriotes à l'étranger, à notre peuple en Algérie. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Adel. Alors, d'abord, un bref bilan de cette année tel que vous le voyez, vous, ce bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous pouvons en dire aujourd'hui? Chauffe, parler de bilan sous cette catastrophique gouvernance, c'est un euphémisme. Le bilan suppose deux colonnes. Je pense qu'ils ont un gros expert comptable dans leur gouvernement qui pourra peut-être nous expliquer un peu plus comment élaborer un bilan. Un bilan, c'est deux colonnes, un actif avec des immobilisations et puis un passif
avec des capitaux propres, des dettes financières, des dettes de fournisseurs, etc. Mais dans le bilan de cette gouvernance catastrophique, vous avez juste une colonne. C'est le passif, parce que le bateau Algérie a fait naufrage. Il a subi une avarie totale. Ça, c'est sur le plan comptable, en termes de bilan. Maintenant, en termes de ce que nous avions vécu, bon, il y a eu cette pandémie qui a ravagé la planète entière. Nous, un peu plus, parce qu'il n'y a pas eu de gestion du tout, due à une incompétence, à un je-m'en-foutisme pratiquement criminel de la part des autorités algériennes vis-à-vis des Algériens qui ne sont pas considérés comme des citoyens. Sinon, pour le reste, même si j'entends ça et là des gens s'indigner sur ce que fait ce régime, moi, ça fait très longtemps que je n'épilogue plus sur ce qu'ils font. Je ne m'indigne plus. Je m'oppose frontalement à tous leurs méfaits et à toutes les forfaitures qu'ils font. Je ne peux pas, moi, aller commenter un criminel de guerre, un criminel contre l'humanité, à qui on dépêche un avion présidentiel pour rentrer avec beaucoup de glorioles en Algérie. Et donc, il ne faut plus conjuguer au passé la Issaba. C'est la même Issaba. C'est le même bloc de béton monolithique qui continue à sévir encore. Qu'est-ce qu'il y a eu de changé? Je pense qu'il y avait beaucoup plus de rahma sous Bouteflika qu'aujourd'hui avec ces malfaiteurs-là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne, apparemment sa chambre ou sa suite royale coûtait 18 000 € par jour. Nzar, un criminel de guerre qui a détourné des fonds et qui était en exil, il a pu rentrer dans un avion présidentiel. Le chef d'état-major, c'est lui qui a donné cette... Comment vous avez dit, le chef du tas-major. C'est pas l'état-major, du tas-major. Non, c'est un tas-major. Le chef du tas-major. Voilà. L'État n'existe plus en Algérie. Il faut parler d'un état des lieux, parce qu'ils n'ont rien laissé, ils ont sinistré ce pays-là. Il n'y a absolument rien. Donc il n'y a pas d'État. Justement, Adel Jabbar, pour parler vrai, vous qui êtes tellement optimiste, qui êtes connu d'ailleurs dans les réseaux sociaux et parmi nos téléspectateurs comme étant le militant le plus optimiste du Hirak. Ça veut dire que vous ne voyez que le côté plein du verre, littéralement et toujours et systématiquement. Mais en l'occurrence, Adel Jabbar, pour parler vrai, la situation est réellement titanique, j'allais dire. Nous sommes au bord du naufrage, avec une situation économique, une crise économique qui déboule, qui va bientôt être là et qui sera terrible, avec une paupérisation de très larges catégories de la population. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes n'arrivent plus à faire face à la satisfaction de leurs besoins. Et dans tout ça, un régime qui n'est même plus capable de rester homogène et qui est en train de se déchirer et qui risque d'entraîner tout le pays dans sa folie. Qu'est-ce qu'il en est en fait, Adel Jabbar, et qu'est-ce qui risque de se passer? Non, on n'est pas au bord du gouffre. On est en plein précipice avec ces gens-là. Ils nous ont précipités dans le ravin et dans les canyons de la mort depuis très longtemps. Qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer des choses extrêmement graves si nous ne réagissons pas à temps pour sauver notre pays. Comme je l'ai dit, comme je le redis aujourd'hui devant tous les Algériens qui nous écoutent, l'Algérie ne nous demande pas de la pleurer, elle nous demande de nous mobiliser pour la sauver. La seule réponse à opposer à ce régime sourd, aveugle et têtu et entêté, c'est le Hirak. C'est aux Algériens de monter au créneau. Maintenant, aller épiloguer sur la situation financière, économique, etc., c'est de la perte de temps. Le mal est déjà fait. Ils ont ramené leur teboun. Mais beaucoup vous diront que le Hirak ne peut pas reprendre aujourd'hui à cause justement de la pandémie. Non, je vais vous dire une chose. Le Hirak, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup d'intervenants ont dit que ce n'est pas une question de marche. On ne sort pas pour marcher. Le Hirak est une
c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit est ancré dans la conscience collective nationale. Il ne partira pas parce que même les gens qui ne sortent pas, ils sont dans un état et dans une situation de contestation absolue. Ils ne sont pas contents. Ce n'est pas parce qu'ils ne sortent pas battre le pavé qu'ils vont se taire. C'est des révoltés. C'est des gens qui n'accepteront jamais cet état de fait. Les choses vont se compliquer davantage. Moi, j'ai dit que les portes de l'enfer vont s'ouvrir à partir du 1er janvier avec cette loi de finances inique qui va permettre des augmentations de prix tous azimuts et qui rendra la vie des citoyens lambda pratiquement impossible. Vous savez qu'aujourd'hui, en Algérie, la classe moyenne est laminée complètement, elle n'existe pas. C'est la paupérisation, c'est la poussée vers le bas. Aujourd'hui, il y a la caste de ces gouvernants qui sont en train de s'enrichir, de dilapider, de voler, de détourner encore les richesses de ce pays-là, et la majorité du peuple qui crève. Nous sommes en pleine crise aujourd'hui, et l'armée continue encore à avoir 10 milliards de dollars. Je vais vous dire une chose que j'ai, moi, relevée. Ce n'est pas 10 milliards, c'est presque 13 milliards. Voilà, sans compter le budget d'équipement. Tebboune, quand il a fait sa première déclaration à Boufarik, je ne sais pas si c'est à Boufarik ou non, il a dit Doula rayhna wa ala rasha al-mu'assasa al-askariya. Nous sommes dans un régime militaire. Il faut qu'on le comprenne définitivement et il faut éviter les sémantiques et et la pédanterie politique. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce régime-là est sourd, il ne comprend pas, il n'admettra pas de se soumettre au verdict du peuple. Il n'acceptera jamais de céder le pouvoir au peuple. Et restez avec nous, Al-Jabbar. Nous allons maintenant essayer d'entrer dans les perspectives, dans ce qu'il convient de faire en l'occurrence, devant de telles urgences. Nourdine Aoussat, justement, vous nous parliez du Hirak. Or, le Hirak, en l'état actuel des choses, ne peut pas reprendre comme il s'était déployé. Certains préconisent d'autres méthodes, d'autres façons de militer. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui, du moins tous les gens qui sont conscients de la gravité de la situation, sont d'accord pour dire qu'il n'y a plus que le Hirak qui pourrait sauver ce pays, mais que malheureusement, le Hirak ne pourra pas revenir comme il était. Est-ce qu'il y a moyen qu'il revienne d'une autre façon? Est-ce qu'il y a moyen que les Algériens puissent sauver leur pays avant qu'il ne soit trop tard? Je dirais oui, bien entendu. Mais avant cela, il faudra expliquer ou encore davantage, je dirais, expliciter pour quelles raisons le Hirak est le seul, je dirais, espoir, la seule issue pour la situation du pays. Pour quelles raisons? La première, c'est que ce régime-là, il a montré que c'est structurel. Je dirais qu'il porte en lui les germes de la défaite, de l'échec, de l'incapacité à se réformer, à changer, à s'améliorer. C'est la fin totale. Donc c'est comme un corps qui est gangréné totalement et qu'il n'y a aucune thérapie qui soit, je dirais, capable de le guérir. C'est le cas du régime algérien. Il a réussi à duper certains qu'il a compris la leçon, que le Hirak est béni, que le Hirak est quelque chose qui mérite d'être une date, je dirais, nationale. Tout ça, c'est de la perfidie, c'est de la tromperie, c'est du mensonge, c'est de la propagande. Un an après, on le voit maintenant. Ce régime, ceux qui aiment l'Algérie, les Algériens qui ont peur pour leur pays, qui aiment sauver ce qui reste de l'Algérie, qui pourraient espérer objectivement une issue favorable à cette situation pour sortir, on est, comme il l'a dit, c'est Adel Jabbar, on n'est pas sur le bord du précipice, on est déjà
dans le précipice, sauf que on peut imaginer cela par, on a trouvé, je dirais, un point sur lequel s'accrocher pour ne pas tomber jusqu'au fond. Il faudra maintenant se hisser pour sortir de ce précipice. Mais sinon, nous y sommes dedans. Donc pourquoi c'est le Hirak? Parce que le Hirak, il est porteur d'un espoir, l'espoir qui passe par le changement, changer les règles, passer d'un pouvoir de cartel, d'un groupe de mafia, à un pouvoir qui sera élu, où les tenants des responsabilités seront des élus, un pouvoir qui va passer par forcément des élections propres et transparentes, des institutions à bâtir. Donc c'est pour cette raison que l'espoir est dans le Hirak. Le Hirak, c'est sûr qu'il est, je dirais, dans une de ses formes, si Jamal al-Din, dans la forme des marches, il est en panne. Mais sinon, le Hirak, c'est quoi? Quel est le but? C'est de se libérer de ce système. Or, la liberté, elle commence par quoi? La liberté commence par se libérer d'abord de la peur. Et le peuple s'est libéré d'une grande peur. Il reste encore des indices ici et là. Ils ont encore de l'appréhension les uns vis-à-vis des autres. Ils ont encore de la peur les uns vis-à-vis des autres. Mais cela est un moindre mal par rapport au plus grand, à la plus grande peur, au plus grand mal qui était celui de la léthargie dans lequel le peuple était plongé pendant presque une décennie. Maintenant, il faudra trouver quelle est cette manière pour faire basculer les choses, toujours dans le pacifisme, toujours dans l'unité, toujours dans l'idée que ça doit être un changement radical. Pédagogiquement, ce pouvoir tient encore, ou il a l'espoir de tenir encore, car il lui reste encore quelques, je dirais, poches je dirais, de personnes mobilisables. Disons les choses franchement. Les gens comme Gil Jadid, les gens comme Hams, les gens comme ceux-là, le pouvoir, il compte sur eux pour remobiliser la société et repartir dans un autre processus, les élections législatives, etc. Mais il faut qu'on explique de façon la plus sereine, de façon la plus calme, que l'Algérie est pour tous les Algériens, sans traiter les uns ou les autres de traîtres, d'anti-peuple, d'anti-Hirak, on leur dira tout simplement que ce pouvoir, il vous a montré qu'il ne veut pas le changement, qu'il n'a pas idée ni volonté de changer, et que vous, si vous voulez sauver votre pays, allez vers le changement, et le changement, attention, et n'est pas dans ces élections qu'on nous annonce. Le changement, c'est le véritable changement des institutions, des règles d'arbitrage, des règles d'accession au pouvoir, et surtout penser une bonne fois pour toutes à construire les institutions. Mais Nordin Aoussat, moi j'entends bien ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Et je reviendrai à vous justement pour que vous nous répondiez à la question que je vais vous poser. C'est que c'est vrai qu'il faut le changement. C'est vrai que le peuple aspire réellement à l'avènement d'un état de droit, à un vrai changement. C'était l'essence même du Hirak. Mais le problème, comment y parvenir de façon concrète? Comment essayer de concrétiser cette demande, cette aspiration du peuple algérien, et comment aller dans la concrétisation par l'organisation, par la structuration du Hirak, par une feuille de route, par, à la limite, j'allais dire, par l'avènement d'un congrès national, d'une représentation. Je reviendrai à vous pour nous dire comment vous envisagez ce genre de nouvelles méthodes du Hirak, mais de façon concrète. Comment vous la voyez vraiment? Assia Gishoud, justement, la diaspora a joué un très grand rôle dans le Hirak. Une mobilisation jamais observée, incroyable. Je me rappelle très bien du 1er novembre 2019 à Paris, 80 000 manifestants.
et pas une ligne, pas un mot dans la presse française qui est pourtant friande de ce genre d'événements. La diaspora, la communauté algérienne à l'étranger, pas seulement en France, un peu partout dans le monde, mais surtout en France, a beaucoup fait, notamment des gens comme vous qui êtes allés taper à la porte du Parlement européen pour essayer de faire bouger les choses, et vous y avez très bien réussi. Comment envisagez-vous maintenant le nouveau redéploiement du Hirak à l'étranger? Oui, alors Monsieur Benchenouf, j'ai remarqué une chose. En faisant ce bilan, en fait, j'ai remarqué une chose. Vous, Monsieur Benchenouf, vous connaissez votre rôle. Vous êtes journaliste, voilà, vous présentez une émission, vous informez finalement les Algériens. Est-ce que dans cette révolution, chacun connaît son rôle? Est-ce que chacun est dans son rôle finalement? C'est un petit peu le constat que j'ai pu faire. C'est-à-dire que si nous connaissions chacun notre rôle, nous pourrions mieux avancer. Nous pourrions déjà nous organiser d'une manière beaucoup plus simple. Là, je parle de la diaspora parce que je suis de la diaspora. Je ne peux pas parler au nom des Algériens qui sont en Algérie parce que je n'y suis pas. C'est le rôle des élites peut-être en Algérie ou des activistes en Algérie de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais là, à notre niveau, la diaspora, quel est notre rôle? Finalement, nous, ce que nous pouvons faire, c'est désarmer le régime. Quelles sont les armes de ce régime? Quelles sont véritablement ces armes? C'est la force, c'est la répression, c'est les arrestations arbitraires, c'est les intimidations, les enlèvements, etc., etc. Donc désarmer. C'est aussi la calomnie, la diffamation, les attaques groupées contre les hirakistes les plus visibles. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait véritablement mal? Parce que bon, se faire traiter de psychopathe ou de repris de justice, etc., finalement, ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais là, aujourd'hui, pourquoi le peuple algérien a du mal aussi à reprendre le chemin de la rue? C'est à cause des arrestations, de la répression, des intimidations, les personnes qui se font enlever devant chez elles, qui sont suivies, etc. Donc, comment faire, nous, la diaspora, pour empêcher cela? C'est désarmer le régime. Le désarmer, c'est faire en sorte, comme il a été fait, et j'insiste là-dessus, au niveau des instances européennes et du Parlement européen en particulier, de toujours dénoncer, continuer ce travail de sensibilisation des élus, des députés européens. Je parle de l'Europe, hein, mais ça peut être fait aussi aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Donc, continuer à sensibiliser, faire en sorte qu'on soit beaucoup plus solidaire avec notre révolution, parce que nous avons bien vu que les démonstrations de marche dans les rues de Paris en particulier n'avaient pas eu l'écho escompté, parce que la presse n'en parle pas, etc. Donc voilà, réfléchissons à d'autres méthodes. Peut-être des marches avec, disons, pas d'autorisation, parce que les autorisations ne sont pas une obligation en France. Les manifestations sont un droit. Par contre, là, si on marche sans autorisation, ben, on pourrait mettre plus la lumière sur la révolution parce que ça serait spontané. Voilà, c'est une des façons d'agir. Mais comment désarmer ce régime? C'est véritablement sensibiliser l'opposition dans les pays dans lesquels on vit pour les ramener dans notre ligne, faire en sorte qu'ils soient solidaires avec nous et condamner le régime algérien par différentes manières, d'autres résolutions, d'autres condamnations et des sanctions, des désolidarisations et des sanctions contre ce régime. À ce moment-là, vous verrez, et vous l'avez déjà vu, c'est pour ça qu'ils réagissent d'une manière aussi virulente en nous traitant de tous les noms, parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui leur fait mal. Mais Assia Guchoud, les barons du régime ont presque tous, pour ne pas dire tous, leurs bases arrières en Occident et dans les Émirats. Ça veut dire leur argent, l'argent qu'ils ont pillé au peuple algérien, leurs biens, leurs fortunes, leurs résidences, leurs enfants, leurs familles sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les Émirats. Dans les Émirats, ils sont intouchables, personne ne peut y aller. Mais en Europe,
pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des actions de dénonciation de ces gens qui ont réussi à blanchir des milliards d'euros et de dollars, qui ont réussi par le biais des fausses facturations ou des valises qui passent par les salons d'honneur à rapatrier, parce qu'ils sont maintenant des citoyens de ces pays européens, des milliards de dollars. Pourquoi est-ce que la diaspora ne mettrait-elle pas en place une disposition, une organisation, quitte à cotiser tous ensemble pour essayer de recruter des avocats, des détectives, des enquêteurs, pour essayer de faire la lumière sur ces scandales qui, à ne pas en douter, seront d'une redoutable efficacité en faveur du Hirak? Oui, alors oui, bien sûr que ça, enfin, vous doutez bien que ça a déjà été fait, mais ça vient dans la continuité de ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que tant qu'ils auront cette solidarité, en l'occurrence en Europe, des États européens et qui jouiront de cette protection, nous ne pourrons rien faire. Nous pouvons engager tous les avocats que vous voulez. Ça a été le cas, vous avez bien vu, avec Nazar, malgré le mandat d'arrêt international, le fait qu'il ait pris 20 ans, il a pu rentrer avec un avion présidentiel et jouir de sa liberté, alors que c'est un criminel. Donc, tant que nous n'aurons pas obtenu cette désolidarisation, nous ne pourrons pas les poursuivre. Il va falloir le comprendre, ça, parce que pour l'instant, ils jouissent de cette protection. Ils ont fait en sorte, eux ont leur lobby, ils ont leur entrée. La plupart ont déjà construit leur cercle très proche qui les protège. Donc c'est à nous, finalement, de faire exploser cette bulle protectrice autour d'eux, mais ça passera par le fait d'utiliser, voilà un exemple, d'utiliser l'opposition qui est contre ceux qui se solidarisent avec eux pour pouvoir exploser finalement cette bulle. Je ne sais pas si vous avez compris ce que oui, parfaitement. Voilà. Oui. À partir du moment où nous n'avons pas réussi à faire ça, nous pourrons vraiment engager tous les avocats et nous pouvons le faire. Hein. Peut-être qu'ils nous aideront aussi à comprendre ce qu'il en est. Il y a des personnes qui ont déjà été manifestées ou filmées devant des résidences, des hôtels particuliers. Nous savons ce qu'ils ont. Nous savons où ils sont. Mais nous ne pouvons pas agir parce qu'il y a véritablement une protection autour d'eux. Il y a une protection autour d'eux et il faut qu'on l'explose, cette protection. Et restez avec nous, Assia Guichoud, je reviens à vous pour le dernier tour de micro. Adel Jabbar, selon le même angle de vue, pour aller dans le concret, comment voyez-vous le redéploiement du Hirak avec d'autres méthodes, genre désobéissance civile, mais si tant est que c'est désobéissance civile, comment, de quelle manière, puisque pour faire marcher une dynamique de genre désobéissance civile, encore faut-il être structuré, organisé, ce qui est loin d'être le cas du Hirak, malheureusement. Alors, votre avis sur la question? Sauf mon avis, moi je dois préciser une chose. Oui. Il ne faudrait pas que la diaspora puisse nous faire un remake de l'armée des frontières de 62. الضرب الكبير بكلها في الجزائر، طرايف في الجزائر، الشعب تاع الجزائر هو اللي يقرر، حنا رانا مساندة حنايا. Nous sommes là pour une meilleure communication, pour un appui, pour une solidarité, pour faire porter à la connaissance des populations ou de nos concitoyens des pays où nous résidons le drame algérien. Parce que le pouvoir algérien aujourd'hui est totalement appuyé par toutes les puissances, parce qu'il est en train de céder toute l'Algérie et toutes les richesses de l'Algérie à ces gouvernements, à ces exécutifs, notamment européens, américains, qui sont en train de les supporter. Donc nous, notre mission n'est pas d'enfourcher ou de dicter des conduites à tenir aux Algériens. Nous pouvons, nous, marcher au Canada, à Paris, à Milan ou à Amsterdam des millions d'années sans pour autant avoir une incidence positive à notre démarche. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse adresser à notre peuple en Algérie des messages
de solidarité, des messages pour les conscientiser. Ils sont beaucoup plus conscients que nous parce que c'est eux qui supportent les affres de cette situation-là, pour leur dire « n'ayez pas peur », comme a dit le docteur Nordin. Pourquoi? Parce que même si on a peur, on ne peut pas faire reculer le danger. Le danger, il est là. Il faut l'affronter avec courage. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette contre-révolution échouera, elle ne peut pas gagner. Vous savez, je me suis amusé hier en voyant Tebboune, Chengriha et comment il s'appelle, le général, je ne sais pas quoi, là, de la garde républicaine, en associant l'âge de ces trois-là, qui sont trois grands malades. J'ai totalisé un âge de 237 ans. Ça coïncide exactement avec 1783, c'est la date où la couronne britannique a reconnu l'indépendance des États-Unis. Donc ces gens-là sont à l'ère du canon à poudre. Au moment où cette jeunesse-là, numérique, est dans les technologies futures, elle est dans l'informatique, elle est dans une forme de communication du 21e siècle. Donc il y a un énorme décalage, en plus de l'âge, en plus du retard sur la connaissance, sur le savoir et sur la manière de véhiculer des valeurs humaines. Pour moi, ils n'ont absolument aucune chance. Je vous dis une chose. Ce matin, j'avais commis un papier dans lequel je dis « Notre révolution est comme l'arbre qui subit les affres du vent et des tempêtes, et qui résiste et qui a résisté. Parce que plus un arbre résiste, plus ses racines se fortifient dans le sol. Cette révolution va continuer avec ou sans nous. Nous ne sommes pas pressés, comme je l'ai tout le temps dit. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Nous allons marcher 18 mois ou 2 années et nous escomptons, même si nous ne sommes plus de ce monde-là. C'est un travail que nous faisons pour les générations à venir. La graine de la liberté a été semée. Les bourgeons commencent à sortir et ça va fleurir, ça va éclore. Et l'Algérie va changer. C'est quelque chose d'inéluctable. Donc, ne soyons pas impatients et ne nous décourageons surtout pas. Il faut qu'on c'est une lutte. Il faudrait qu'on puisse gagner. Il y a une phrase en arabe qui me plaît. Il dit Nantasar wala nankasar. Restez avec nous, Adel Jabbar. Dernier tour de micro. Je demanderai à chacun d'entre vous trois de prendre environ 2 minutes pour nous dire le mot de la fin. Nordin Aoussat, sur ce que vous disiez, justement, je vous rends la parole pour vous permettre de poursuivre ce que vous nous disiez. Justement, pour rebondir et dans le sens de ce que disait c'est Adel Jabbar tout à l'heure, et ce que j'avais dit dans ma dernière prise de parole à propos de la peur et cette victoire qu'on a eue sur la peur. Un grand stratège, en l'occurrence Franklin Roosevelt, disait que la chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même. C'est-à-dire qu'on doit expliquer à nos compatriotes, à nos frères et à nos sœurs algériens que s'il y a une chose dont il faut avoir peur aujourd'hui, c'est cette peur. Parce que c'est cette peur qui nous a fait rater les rendez-vous de 2009. Au moment où Bouteflika a changé la constitution, il l'a changé pour faire un 3e mandat. C'est cette peur-là qui nous a fait rater 2014, où un président malade s'est présenté pour un 4e mandat. Donc aujourd'hui, il faut savoir une chose, que l'État, c'est l'Algérie tout entière. Peuple, histoire et la nation aussi, c'est l'Algérie tout entière avec son passé, avec son peuple, et le gouvernement, le pouvoir, le régime, c'est autre chose. Ce régime-là, il doit partir parce qu'il a failli. Maintenant, comment tous les moyens pacifiques sont bons. Il faudra déjà au niveau de la tête enraciner, ancrer, stabiliser cette idée que ce pouvoir, on n'a rien à attendre de lui. Ça, c'est d'un. Et de deux, maintenant, ceux qui veulent le changement, mettant tous les ingrédients de la division à part,
on nous parle de la religion, ceci, la religion, cela. La religion, c'est au-dessus de tous. La religion, elle appartient à tout le peuple, à tous ceux qui la veulent. Ensuite, les idéologies, toute idéologie politique, elle est la bienvenue. Merci. Merci, et ensuite, allons de l'avant dans l'unité et dans l'espoir que le changement et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Merci Nordine Aoussat. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sia Guchoud, le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, alors, Monsieur Benchenouf, le mot de la fin aujourd'hui, 31 décembre, le jour où tout le monde va fêter le début 2021. Moi, j'ai une pensée pour les détenus d'opinion, vraiment une pensée très particulière pour eux, pour leurs familles qui sont sans eux. Ces détenus qui sont en prison, je pense à Rachid Nkaz, je pense à Drarni, je pense à L'Alami, je pense à Bnaoum, à Tadjadit, à tous les détenus d'opinion qui sont détenus arbitrairement, injustement, qui n'ont rien fait. Mabaosh, le cocaïne, ce ne sont pas eux qui ont mis le pays dans cette situation. J'ai une pensée particulière pour tout le peuple algérien parce que je sais que l'année 2021 va être très difficile. Très, très difficile. Économiquement, socialement, ça va être une année très difficile. Je souhaite beaucoup de courage pour 2021. J'espère vraiment que ça sera l'année du peuple algérien pour qu'il puisse enfin se libérer de cette dictature et qu'on puisse tous profiter de notre liberté pour reconstruire notre pays dignement. Voilà, merci à vous. Merci Assia, merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Adel Jabbar, le mot de la fin pour le coup vous revient en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. En moins de 2 minutes, moi, ma profonde pensée va d'abord, comme a dit Mme Kchoud, aux détenus d'opinion, sans exception aucune, sans oublier qui que ce soit. Il y a ceux qui sont en train de croupir dans les geôles de ce régime dictatorial depuis 1992. Il faudrait qu'on en parle. Maintenant, pour revenir à ce qui nous attend en 2021, moi je suis très optimiste. Je suis pratiquement certain que nous allons balayer cette tyrannie en 2021. Vous savez ce qui se passe. Le peuple algérien est un peuple extraordinaire. Il a transcendé les idéologies, les partis politiques, les divisions. Ceux qui sont en train de se plaindre des divisions, etc., n'ont pas à écouter du tout toute la propagande qui vient de la part de ce régime-là. Moi, je vis dans un pays démocratique où on dit souvent que l'élite, c'est elle qui fait fonctionner un pays. Dans un pays, il y a une élite et il y a des payeurs de taxes. Malheureusement, l'élite ou la supposée élite que nous avons, il y a une élite organique qui travaille à plein temps pour le régime. Il y a une élite qui est pourrie, définitivement parce qu'elle est contre son peuple. Elle ne s'identifie pas à lui. Donc, laissons ce peuple-là s'organiser, faire sortir sa propre élite. Il y a des génies en Algérie. Depuis 2019, nous avons vu l'émergence de talents immenses qui ont démontré que l'Algérie recèle des potentialités humaines insoupçonnées jusque-là. Moi, je crois en cette jeunesse, je crois en ce pays et je sais que nous allons triompher. Merci Adel Jabbar, merci Zoubida Assoul, merci Nordine Aoussat, merci Assia Guchoud. Désolé de ne pas avoir pu joindre Karim Tabou. Merci à vous, chers amis. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui arrive. Rabbi ya'tikum al-khair ou l'hna, Inch'Allah. Puissiez-vous trouver le bonheur et la quiétude des jours. Tous mes vœux vont à tous nos détenus, à leurs familles, à tous ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont face à des difficultés qu'ils ne peuvent pas régler ensemble et qui ne trouvent pas suffisamment de solidarité autour d'eux. Il n'y a qu'une seule solution. Notre pays est en grand danger. Il est en péril. C'est réellement une situation de naufrage. À Dieu ne plaise. La seule solution réside dans un retour très fort du Hirak, puissent les Algériens trouver les voies et moyens les plus adaptés à la crise sanitaire pour essayer de sauver leur pays. Qawala khair, bislama.